Alors, on va, on va commencer rapidement. Donc, on accueille progressivement les participants qui nous rejoignent. Donc, je suis Fabien Roux, je dirige Rhizome, qui est la plateforme d'innovation de Paris Co dédiée à la transformation RH et à l'employabilité, qui du coup organise cet événement pendant 2 jours. Donc, on est ravis d'accueillir Lorraine et Hugo donc, à distance pour démarrer ce cycle de conférences pendant ces 2 jours avec une première séquence, un premier retour d'expérience autour de la collaboration entre un grand groupe partenaire de Rhizome, en l'occurrence, il y a Deco Group, et une startup accompagnée par Rhizome également, eCorp Gaming. Donc, pour rentrer assez vite dans le sujet et vous laisser la parole, pour les participants, donc je vous rappelle le format, on a 45 minutes à peu près d'intervention de Lorraine et de Hugo autour du partage de leur expérience. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, on les posera à la fin sur les 10-15 dernières minutes pour s'assurer que les éléments qui sont présentés sont suffisamment clairs. Vous pouvez aussi les poser en cours de route. Voilà, si jamais on se rend compte que c'est pertinent d'intervenir pour apporter des précisions, on le fera. Donc, on va démarrer par un petit tour de table, si ça vous va, Hugo, Lorraine. Donc, c'est plus agréable de vous voir sans masque, effectivement. Alors, on va commencer par toi, Lorraine. Donc, toi, tu as débuté ta carrière au sein du groupe Adecco. Alors, avant, c'était effectivement dans une agence qui n'était pas encore rattachée au groupe, si je dis pas de bêtises. Donc, tu as fait un parcours, du coup, de consultante, puis tu as eu une responsabilité d'agence. Tu as rejoint les fonctions corporate du groupe. Tu as également eu des fonctions autour de la formation ou du développement RH au sein d'une filiale d'Adecco spécialisée sur les cadres. Et depuis à peu près 2 ans maintenant, tu es directrice de Digital Factory and Lab. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire en deux petits mots ce que c'est que la Digital Factory Alors, la Digital Factory and Lab du groupe Adecco en France, c'est un dispositif qui a été créé il y a maintenant presque 3 ans et qui a pour objectif en fait de chercher, de sélectionner et surtout de tester un maximum d'opportunités digitales qui permettent de créer de la valeur et améliorer nos processus métiers, donc notamment nos processus recrutement, et qui peut avoir de l'impact sur l'expérience candidat, collaborateurs et clients entreprises. Merci pour cette petite présentation. Tu auras l'occasion de rentrer un petit peu plus dans le détail du rôle du lab tout à l'heure au travers de l'expérimentation très concrète que vous allez nous exposer. Du coup, Hugo, de ton côté, toi, alors vous avez un dénominateur commun parce que tu as été aussi consultant en recrutement dans ta précédente vie. Également, et c'est aussi ce qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, tu es un e-sportif, donc un joueur d'e-sport, donc de longue date. Et il y a quelques années, tu as rejoint avec Stéphanie, qui est devenue ton associée, une association avec l'objectif donc de démocratiser et médiatiser l'e-sport en Europe. Donc avec ton parcours un petit peu différent, tu as essayé d'apporter, de professionnaliser, on va dire, cette structure et notamment d'essayer de lui trouver une place, un modèle économique. Et c'est de cette expérience qu'est né eCorp. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur eCorp? Oui, exactement. Cette expérience commune qui va proposer des expériences présentielles RH pour travailler des enjeux de marque, d'engagement collaborateur, des valeurs fortes à l'entreprise qu'on peut travailler. Voilà. Et en fait, ce constat est venu tout simplement de mon parcours dans le recrutement, où j'étais justement spécialisé sur les profils IT qui sont aujourd'hui et encore toujours assez pénuriques. Et sur cette notion sur cette réalité qui est un manque d'attractivité et comment attirer. Il s'avère que beaucoup de développeurs, d'ingénieurs et ces métiers-là sont aussi gamers, et donc
des entretiens, c'était Merci. Alors, assez du rigolo coup, de est-ce discuter, que d'avoir tu peux... Alors, tu as un petit problème de voilà, slide, qu'il y avait peut-être d'affichage. quelque chose à Je vois que ça travailler qui saute un était peu. via le jeu vidéo et l'e-sport. Parce qu'il va falloir que tu refasses ton partage d'écran. Est-ce que tu peux, du coup, nous en dire un petit peu plus sur l'e-sport? Parce que je pense que tous les gens qui assistent à cette conférence savent pas forcément ce qu'on met derrière e-sport. Voilà, le jeu vidéo, on imagine dans les grandes lignes, mais concrètement. Alors aujourd'hui, oui, pour être très clair, le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est comment expliquer ça? C'est quelque chose qui est ancré dans la culture populaire de années, hein. C'est la première industrie en France et dans le monde devant le cinéma, devant la littérature. Et en fait, l'e-sport, c'est une petite partie dans le jeu vidéo, hein. C'est la partie qui consiste à avoir l'aspect compétitif du jeu vidéo, sportif, du sport de loisir grand public qu'on pourrait avoir. C'est assimilé à tout ce qui peut être simulation de sport, ce qui n'est pas forcément le cas, hein. On va penser à la simulation sportive de football, de basket, de ce que vous voulez. Et en fait, l'e-sport aujourd'hui regroupe vraiment de disciplines, hein, qui vont de stratégie, de jeux de tir, des jeux d'arcade. Et c'est vraiment l'ensemble de ces disciplines qui font l'e-sport aujourd'hui. Donc l'e-sport aujourd'hui, c'est toute cette pratique compétitive et la pratique de spectacle qui va autour, qui remplit des stades avec un public, des diffusions et tout le... À titre d'exemple, le dernier événement en France, c'était les championnats du monde de League of Legends qui ont lieu à Bercy l'année dernière. Ils ont rempli l'Arena, changé de nom, pardon, l'accord Hotel Arena en 6 minutes. Donc ça donne un peu un puissance du phénomène. Aujourd'hui, on a 37 millions de gamers en France, hein, donc ça fait 72% des internautes. Hors internautes, on est quand même sur 62%, c'est quand même assez majoritaire. Évidemment, ça va en grandissant, hein, les nouvelles générations avec Internet, des smartphones et de plus en plus d'outils digitaux, de plus en plus soumis et ouvertes au gaming et aux jeux vidéo. Voilà. Cliché, hein, on a 48% des joueurs qui sont des joueuses, hein. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir une... Mais on verra que plus on va dans l'e-sport, plus on va dans de la recherche de performance, plus on perd cette... Et puis l'âge moyen du joueur, il n'est pas de... On pourrait l'imaginer, mais il est de 40 ans. Hein. Ça fait des années en fait que les joueurs y jouent. Mais bon, ça fait des années aussi que le livre est négatif. Donc on a tendance à pas mettre en avant le fait qu'on soit joueur, hein. Notamment, je vais aller faire une LAN party au même titre que je vais aller faire avec les collègues. Donc c'est un phénomène qui a été plusieurs années et qui aujourd'hui sort en fait grâce à la médiatisation et à ces phénomènes de stades, de spectacles entrés et d'audience énormes auxquels on peut faire face. Au niveau des différents types de population, on a aujourd'hui, on sait 3 grands types de population. La partie grand public, qui sont ce qu'on appelle les casual gamers, de manière pas de temps en temps. Là-dessus, on a justement cette parité, hein, 52 cas. On a 50% de la population qui est dans un tranche d'âge des 15-34 ans. Et plus, ce que je vous disais tout à l'heure, plus on va avancer vers une population qui donc là, de se déplacer et consommer de l'e-sport, hein, sans forcément aller sur des événements, faire partie de la billetterie et être mais là déjà on a une tendance. On a aussi une consommation qui est différente, hein, au niveau du support et la cible. Et puis encore une fois, si on va vers les e-sportifs amateurs qui sont les consommateurs d'e-sport, qui sont pratiques de spectacle, aujourd'hui on a qui s'effondre avec 90-10 et surtout le cœur de tranche d'âge est là, le cœur des 15-34 ans est là et sur ce nouveau média et c'est ce dont se sert eCorp Gaming, attirer les jeunes talents auprès des entreprises. Pour continuer sur ce point-là, du coup, eCorp Gaming, comme je vous disais tout à l'heure, donc travaille depuis l'année dernière un nouvel outil dont l'objectif est de recruter autrement, fort du constat que attirer les talents par le jeu vidéo et le gaming, ça fonctionne très très
Mais si derrière, le parcours candidat n'est pas adapté non plus à cet ADN-là, bah, forcément, on a une perte à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir de différents sur cette étape-là du recrutement. Comment recruter différemment au travers du jeu vidéo. Et en fait, simplement, le constat est né de la notion développée au niveau de la partie RH et des enjeux des recruteurs, des gamers qui font appel à merci Hugo. Donc, effectivement, nous, on a tout de suite marqué un intérêt assez fort pour ce que proposait eCorp et ce positionnement de start-up sur le e-sport. En fait, au niveau du groupe Adecco, on regarde finalement le e-sport à 3 niveaux. La première chose, c'est qu'on s'aperçoit bien que c'est un marché émergent qui aujourd'hui ne fait que croître et on se dit qu'il y a forcément des opportunités de marché, des nouveaux business pour nous avec potentiellement des nouveaux postes à recruter. Donc, on le regarde sous cet angle-là. Le deuxième angle sous lequel on le regarde, c'est qu'on se dit que si on s'intéresse à cet univers du e-sport, on va pouvoir aller concerner des gamers et dans ces gamers, on a peut-être beaucoup de personnes, beaucoup de candidats qui n'auraient pas le réflexe de se diriger spontanément vers Adecco quand ils sont dans une démarche de recherche d'emploi. Donc, on le voit comme un vecteur d'acquisition de candidatures et sur ce même créneau aussi, potentiellement comme un vecteur de moderniser, un vecteur de modernisation en tout cas de notre marque employeur. Et puis enfin, on le regarde sur un troisième niveau, et c'est dans ce contexte-là qu'on a travaillé et qu'on a testé cette solution eCorp. On regarde aussi le jeu vidéo comme potentiellement un outil d'évaluation des compétences. En effet, on est en permanence, en tout cas au niveau du groupe Adecco, dans un souci d'innover sur notre manière d'évaluer les compétences, que ce soit les hard skills ou les soft skills. On a cette conviction que le e-sport peut nous permettre de faire remonter un certain nombre de compétences comportementales. Alors, comment on a décidé de tester en fait la solution eCorp? Chaque année, on a profité d'une opération qu'on organise chaque année qui s'appelle CEO One Month. CEO One Month, c'est une grosse campagne qu'on organise entre février et avril qui nous permet de recruter un stagiaire qui passera 1 mois jour pour jour avec notre PDG et qui l'assistera dans son quotidien. Cette opération, on la mène avec une importante campagne de communication, notamment sur les réseaux sociaux, et elle a pour objectif de mettre à l'honneur les jeunes talents récemment sortis de leurs études. Chaque année, on essaye de renouveler le processus de recrutement, puisqu'il s'agit pour nous d'être à la fois créatif, mais objectif et efficace, puisque on ne doit retenir qu'un seul candidat sur une moyenne de 13 000 dossiers de candidature reçus. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a sollicité eCorp, qui nous a accompagnés, en fait, puisque le processus de recrutement se déroule en plusieurs étapes, et ils nous ont accompagnés sur la dernière partie, qui s'appelle le bootcamp, et durant laquelle nous proposons un certain nombre d'épreuves aux 10 finalistes. Donc, oui, effectivement, on est intervenu sur le bootcamp. Le bootcamp, je pense que c'est un peu difficile parce que c'est là où on se retrouve et où les candidats ont tous de compétences et des profils hyper intéressants. Et du coup, l'idée est venue de pouvoir proposer en plongeant les candidats dans un jeu vidéo. Ça a été de présenter, de proposer une activation sur une demi-journée, environ 3 heures, sur lequel nous, on est arrivé avec tout ce qu'il faut, les consoles, les manettes, les coachs, évidemment, et sur lesquels on allait observer les candidats dans leur partie. Et sur lequel on avait au préalable conçu évidemment une grille d'analyse. Alors, on avait tout bien prévu et évidemment le on allait Covid est pouvoir passé observer par les comportements des joueurs. Cette étape du bootcamp devait se dérouler en présentiel dans nos locaux
au siège du groupe Adecco en France. Mais on a été obligé de repenser toute l'organisation. On a d'abord hésité à maintenir, puis on a décidé de réaliser ce bootcamp sur un format 100% digital. Et on a proposé à e-Corp de relever ce challenge, de migrer sur un format 100% distanciel. Et qu'on a su relever, je pense, avec avec de la chance, parce que l'e-sport de toute façon digital, donc il est passé du digital au physique en quelques années, et là il a fallu le redigitaliser, donc c'est un des le moins souffert, on va dire, parmi la événementiel de la crise sanitaire, mais du coup on a su redigitaliser l'expérience évidemment, et qu'est-ce qu'on a proposé? On a proposé aux candidats qui puissent jouer de chez eux, hein, en streaming, hein, comme on est en train de le faire actuellement, le flux vidéo de leur Nous, webcam. on remercie vraiment e-Corp d'avoir relevé ce défi, parce que c'était un pari, c'était une première pour nous, mais c'était une première pour eux aussi. Après, une petite reco pour des entreprises qui souhaiteraient tester cette solution et cet outil d'évaluation. Je pense qu'une première expérience en présentiel resterait quand même toujours plus simple, puisque ça rajoute un niveau de complexité sur la mise en place, et je pense également sur la prise en main par les évaluateurs côté entreprise. Évidemment, le fait de passer en digital a rajouté des problématiques auxquelles il y a des problématiques de puissance matérielle, évidemment, de se dire, OK, où est-ce que les candidats, ils ont accès à des ordinateurs pour diffuser des flux vidéo, le réseau nécessaire aussi chez eux? Est-ce qu'ils sont équipés en fibre ou pas? Et puis est-ce qu'il y a ce logiciel on a tout préparé en amont, de façon le plus facile possible pour les candidats. L'avantage que ça a eu pour nous là-dessus, c'est que ça nous a permis d'avancer dans le développement produit, parce que évidemment, nous, l'objectif, enfin, la V1, c'est évidemment présentiel, hein, pour pouvoir la déployer sur des salons, sur des forums étudiants. Et là, le fait de pouvoir répondre directement à un niveau digital et de pouvoir toucher n'importe et évaluer n'importe quel candidat depuis chez lui ou qui c'était vraiment un projet dans un développement futur. Effectivement, et on n'a pas perdu l'objectif initial, hein, qui était de regarder en quoi le jeu vidéo allait nous permettre d'évaluer chez certains candidats l'esprit d'équipe, l'écoute, la capacité à appréhender rapidement des consignes. Peut-être, Hugo, tu peux nous en dire un peu plus sur le choix du jeu, puisque c'est toi qui nous a présenté sur ce jeu-là. Alors oui, effectivement, pour le choix du jeu, on a fait une première expérience qui est des décideurs du groupe Adecco et de faire tester une dizaine de jeux, hein. On s'est arrêté sur un jeu en particulier avec des habilités de prise en main, de façon à ce qu'un néophyte puisse comprendre le jeu, hein, un observateur regardant, donc un observateur du groupe Adecco puisse comprendre le jeu et les actions, et une prise en main de façon à ce que le candidat lui aussi puisse et être rapidement opérationnel sur le jeu, de façon à ce que l'épreuve ne soit pas biaisée par une notion de découverte. On s'est arrêté à la fin sur un jeu, l'objectif étant d'être dans un qui soit très orienté dans un univers genré. Et en fait, ce jeu-là, vous incarnez dans une cuisine et vous devez envoyer un maximum de plats en salle, hein, tout simplement, dans un délai imparti. Et donc, il faut communiquer, il faut travailler en équipe. Donc, on a pu observer, par exemple, justement, à s'organiser, à se répartir les tâches, la gestion du stress, évidemment, en fin de timing. Il va à se dire, OK, qu'est-ce que je dois préparer, pour quel plat je peux envoyer encore, lesquels prennent le moins, il va résister à stress et à se retenir. Et puis, évidemment, la capacité d'adaptation, puisque ils ont fait une dizaine de 3 heures, et sur cette dizaine de parties, à chaque fois, donc à chaque fois, ils avaient des équipiers différents. Alors, effectivement, on a bien adhéré au jeu, et on a relevé de façon assez évidente le fait que c'était adapté et que ça nous permettrait de faire ressortir un certain nombre de compétences comportementales qu'on recherchait chez nos candidats finalistes.
Chez ADECO, on a beaucoup pratiqué en fait le recrutement par assessment center, je dirais traditionnel, et finalement là, on est sur une nouvelle forme de mise en situation en analysant les comportements induits par la prise en main d'un jeu vidéo. Donc on a co-construit, Hugo en a déjà parlé précédemment, des grilles d'analyse par rapport à ce qu'on voulait observer pour guider en fait les évaluateurs dans l'observation et la détection des compétences qu'ont pu faire émerger ce jeu. Oui, effectivement, cette notion d'observateur et jury, membre questionnaire sur l'épreuve pour les candidats aux épreuves suivantes puissent comprendre le jeu et puissent participer à la d'arriver avec des experts et que ce soit l'objectif, c'est vraiment que l'expertise du groupe ADECO en tant qu'expert RH puisse intervenir. Donc, comment on analyse après cette grille, tout simplement 3 différentes sources issues du jeu. On a la première qui est la partie data, où on va récolter les datas qui sont issues du jeu. On va récupérer tout ce qui est la partie observation, donc on va regarder l'écran et ce qu'on a pu faire avec la diffusion du jeu, tout simplement. Et à la fin, on fait également des entretiens avec, après chaque partie, on va chaque candidat de façon à mesurer les actions qu'il a menées dans chaque partie pour s'assurer d'autres choses. Évidemment, ADECO est pas, et les experts n'ont pas été lâchés comme ça dans la peau. On est arrivé avec des experts jeux. Et c'est ça qui est intéressant pour construire justement cette grille et puis ensuite pour accompagner l'analyse et même accompagner la partie. Il y a des coachs qui interviennent sur ces jeux-là. Ce sont des joueurs professionnels, ce sont des commentateurs de jeux qui ont des dizaines de Ok, effectivement, si nous, on doit tirer un premier bilan, en tout cas, de cette expérimentation, c'est déjà que ça a été vraiment apprécié par les 10 candidats finalistes qui vivaient une première. Aucun n'avait encore été confronté à ce type d'exercice. Donc, ils ont apprécié l'expérience. Donc, je pense qu'on tient déjà un bel outil pour travailler la marque employeur auprès de certaines populations qu'on veut capter, que ce soit les jeunes diplômés, des profils qui sont gamers dans leur vie personnelle ou même, je dirais, plus professionnels sur le jeu. Mais en tout cas, on tient un bel outil par rapport à ça et on a un vrai satisfecit de la part des candidats. Cette expérience, elle a aussi été très appréciée par les évaluateurs. Les évaluateurs côté ADECO, qui sont des professionnels du recrutement et qui ont reconnu avoir pu identifier des compétences comportementales. Les candidats sont sortis de leur zone de confort et certains se sont vraiment révélés dans cet exercice collaboratif, notamment dans leur capacité à rapidement appréhender la consigne et à gérer leur stress, puisque on était sur des exercices qui étaient timés à chaque fois. Si en revanche je dois mettre un bémol, je retiens qu'il y a quelques axes d'amélioration. La première chose, c'est que la prise en main par les évaluateurs n'est pas très simple, que le jeu va très vite, qu'il y a beaucoup de choses à observer dans un temps très court et qu'on n'avait pas forcément mis en place de temps d'essai ou d'observation dans le vide, je dirais. Donc, ça a été assez challenging, en tout cas pour les personnes, pour les évaluateurs, de prendre en main cette nouvelle forme de mise en situation. Après, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est qu'il y a un écart certain entre des candidats qui sont gamers dans la vie et ceux qui ne sont pas gamers. Et quand on utilise ce type d'outils d'évaluation, il faut veiller à avoir un étalonnage différent sur des candidats gamers ou non gamers, puisque cela peut créer des biais dans l'interprétation de leur performance. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Et je sais qu'on en a pas mal parlé avec eCorp qui va en tenir compte. Et puis, de façon plus globale, au sein du groupe ADECO, on doit être très vigilant à l'étalonnage des outils d'évaluation qu'on utilise. Et eCorp doit encore travailler sur le fait de plus aboutir l'étalonnage de ce système d'évaluation. Si en effet, nous, on veut passer à l'échelle sur ce type de format, on devra travailler sur une base d'étalonnage plus aboutie et plus pointue. Donc, voilà, on va suivre de très près
l'évolution des produits d'e-corp, mais on les remercie parce qu'on a vraiment apprécié l'expérience et au-delà de la performance de ce qu'on a pu faire autour de ce jeu, on a relevé une vraie faculté d'adaptation et une vraie adaptabilité de l'équipe qui nous a permis en tout cas de faire vivre une très belle expérience à nos candidats dans le cadre de cette opération CEO One Month. Merci pour la confiance qui a été accordée. Juste pour rebondir justement sur ces points-là, sur l'étalonnage, sur ces premières mises en production en situation réelle, c'est des choses qu'on a améliorées depuis. Aujourd'hui, par exemple, quand on a des joueurs qui viennent tester l'outil, et de toute façon, il est toujours phase-là, quand on a des joueurs qui viennent tester l'outil, pardon, en fait, on a d'appétence pour le jeu vidéo. Est-ce qu'ils sont justement ces casual gamers ou est-ce qu'ils vont avoir une sur ce point-là. Le deuxième pour améliorer cet étalonnage, c'est qu'aujourd'hui, on a lancé des partenariats avec des laboratoires et cognitives qui nous accompagnent sur le développement de l'outil et la fiabilité, où on fait des tests et des auprès de populations pour valider tous ces points. Il y a deux autres axes de développement sur lesquels je voudrais rebondir également, qui paraissent importants. Aujourd'hui, et pour des observateurs, c'est assez compliqué de se projeter pour des experts qui ne sont pas vraiment, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est pour ça que quand nous on le propose, on peut le proposer clé en main évidemment avec nos experts, mais quand il y a des experts RH qui interviennent, parce qu'il faut aussi qu'ils comprennent et qu'ils se nourrissent, ce côté un peu biais et subjectif de l'observateur, pardon, et on va dire accessibilité à un observateur qui nous, l'objectif, c'est à terme, évidemment, d'automatiser cette notion d'observation et du jury, de façon à ce que ce soit de ce côté-là. Le troisième axe de développement, le produit, évidemment, c'est le développement d'une plateforme de service, un outil, en proposant un outil digital, évidemment, toucher beaucoup plus de monde et répondre à un besoin, évidemment, d'analyse de candidats. Donc, c'est vraiment de continuer à développer cet outil, pour pouvoir proposer quelque chose demain. Merci Hugo, merci Lorraine pour ce témoignage. Alors on a quelques questions qui commencent à arriver, on est en train de les consolider. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Peut-être un premier élément au-delà de la collaboration elle-même. On voit que l'importance dans l'évaluation, c'est de connaître aussi et de comprendre un petit peu le jeu pour savoir quoi analyser à quel moment. Alors, vous êtes tous les deux sur des sujets liés à l'émergence des métiers. Est-ce qu'on voit pas émerger aussi un métier de coach observateur sur ce pratique? Si, bien sûr, il y a des métiers de coach et d'observateur qui peuvent être nés demain. Et aujourd'hui, des coachs sur jeux vidéo, ça existe, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Justement, on a des amateurs qui veulent devenir professionnels, une toute petite minorité, et il y a forcément des métiers de coach, de performeurs qui sont très très bons, mais qui sont soit des anciens professionnels retraités, des gens qui ont failli devenir professionnels, mais qui n'ont pas eu la chance ou l'occasion, et qui deviennent du coup coach. Et où est-ce qu'on peut les trouver, ces coachs aujourd'hui, alors? Parce qu'on sent qu'ils sont clés dans la réussite d'une collaboration comme la vôtre. Via notre réseau de gamers, évidemment, le jeu vidéo et l'univers de l'e-sport, c'est un univers de réseau et qui est assez petit, assez fermé. Il y a des plateformes aujourd'hui de coaching qui existent, sur lesquelles on peut faire appel à des coachs. Mais nous, c'est des coachs qui sont exprès. Vous arrivez dans votre proposition avec un réseau de coachs qu'on a entraîné, qu'on a préparé. Activable. C'est ça, aujourd'hui.
on a une solution qui est utilisable sur 4 jeux. Voilà. Et en fait, on a finalement Ok, une alors on dizaine va de prendre les questions. On a des questions qui ont été posées en amont de la pour nos conférence, besoins. donc effectivement, je vais les reposer un petit peu. Il y a des éléments de réponse qui ont été apportés et puis des questions qui sont arrivées dans le live du chat. Alors, j'ai une question. Est-ce que le fait de se savoir évaluer sur un jeu vidéo ne biaise pas le comportement du candidat, comme dans toute démarche orientée? Je dirais pas plus, pas moins que dans n'importe quelle mise en situation. C'est-à-dire que le candidat, il y a un enjeu pour lui, donc il se met effectivement une forme de pression. Mais je dirais qu'il y a une telle mobilisation sur la compréhension des consignes, etc., que vraisemblablement, il est quand même. Enfin, d'abord, il n'est pas forcément très au fait de ce que nous, on va aller rechercher en amont. On lui débriefe après, mais sur l'instant, il est quand même dans un souci de bien faire et de réussir l'exercice. Donc, ce qui est très important, c'est surtout d'être au clair, nous, en tant qu'évaluateurs, sur ce qu'on veut aller rechercher et sur ce qu'on veut détecter en termes de compétences par rapport à ce jeu. Mais je dirais qu'il n'y a pas plus de biais que sur une mise en situation traditionnelle. Et je vais compléter ça, en fait. Effectivement, la de base du candidat, c'est d'aller chercher je vais passer le test, en fait, et alors que c'est pas du tout ce qu'on va chercher. On va pas du tout chercher la performance. C'est important que cette notion-là, elle soit retenue et entendue, parce que vous pouvez être le pire joueur, entre guillemets, sur la partie juridique et quand même passer l'épreuve, puisque ce qu'on regarde, en fait, c'est justement les soft skills que vous mobilisez durant. C'est est-ce que vous vous comportez, est-ce que vous travaillez en équipe, est-ce que vous communiquez, est-ce que vous êtes un leader, est-ce que vous êtes un suiveur, voilà. Est-ce que, enfin, là de prise de recul qui interviennent au travers des différentes parties performance joueur. Donc évidemment, ce que disait Lorraine tout à l'heure, il y a une différence sur la partie prise en main. Un gamer va prendre en main plus rapidement le jeu et sera plus habile plus rapidement qu'un non-joueur. Et donc, autour de cette première question et des éléments de réponse que vous avez apportés, il y a des questions qui se recoupent un petit peu. Un petit qui est assez Est-ce qu'il y a un temps de jeu minimum pour une première couche de qualification des candidats? Alors nous, ce qu'on fait, c'est que alors sur le jeu en question, qui est un jeu très accessible, on leur a permis de faire une dizaine de parties en amont, sachant qu'ils avaient également accès au jeu une journée avant. Donc certains ont testé, d'autres n'ont pas testé, donc c'était assez ce point-là, parce qu'on savait quand est-ce qu'ils se connectaient à distance sur le jeu. Donc il y avait cette notion de curiosité un peu sous-jacente et rigolote, mais voilà, ils ont testé en fait, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que c'est pas un outil de présélection, c'est-à-dire que c'est un exercice, en tout cas nous, la façon qu'on a eu de tester, c'est vraiment sur des candidats shortlistés, c'est-à-dire c'est sur des candidats sur lesquels on avait déjà passé un certain nombre de filtres. Donc je dirais que le temps minimum de jeu va dépendre du jeu en tant que tel, c'est-à-dire il faut que les candidats prennent en main, comprennent les consignes, prennent en main et puissent s'exprimer dans le jeu. Mais pour moi, ça serait un peu arbitraire. Il n'y a pas une règle figée par rapport au temps. Mais bien noter qu'on est sur un outil d'observation de compétences in situ sur des candidats finalistes. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a utilisé. Mais c'est pas un outil qui nous a permis de filtrer au démarrage par rapport au gros volume qu'on avait. On a vraiment projeté dans cet exercice des candidats qui arrivaient en fin de processus de recrutement. Alors, toujours une question autour du fonctionnement du jeu et de ce qu'on va détecter. Comment est-ce qu'on sait que ce qui se passe dans le jeu, donc ce qui est analysé, sera représentatif de ce qui se passerait dans la vraie vie? Est-ce qu'on le sait? Alors, forcément, c'est pas une boule de cristal, c'est pas une science exacte. En revanche, il y a quand même des études qui ont été faites sur la performance des outils d'évaluation et des mises en situation d'une manière générale, que ce soit les mises en situation traditionnelles ou les mises en situation au travers du jeu, démontrent que pour certaines compétences comportementales, on est sur des outils qui sont relativement fiables. Après, attention, on va rechercher vraiment une compétence générique, c'est-à-dire qu'on applique bien souvent le principe, même systématiquement le principe de décontextualisation.
C'est-à-dire que quand on va recruter pour un métier, on ne va pas faire une mise en situation sur ce métier-là. On va faire en sorte d'élaborer une mise en situation qui va rechercher les mêmes compétences. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va travailler, par exemple, sur la relation client dans la téléphonie. On va pas lui faire vivre une mise en situation de relation client sur la téléphonie, mais peut-être c'est une mise en situation de relation client dans la restauration. Et bien là, c'est le même principe avec le jeu vidéo, c'est-à-dire que les candidats qu'on a projetés dans cette cuisine sur le jeu vidéo sont des candidats qui derrière ont travaillé, enfin le finaliste a travaillé aux côtés de notre directeur général. En revanche, on sait que sur la façon de se comporter avec les autres, dans une situation sur laquelle il y a un enjeu, dans un timing à respecter, il y a des choses qui ressortent et sur lesquelles le candidat peut difficilement nous tromper. Merci. Et plus ou moins lié à ça, donc est-ce qu'on peut faire des parallèles entre les entretiens plus classiques et cette typologie, on va dire, de format de mise en situation? Est-ce que la durée du jeu est équivalente à celle d'un entretien? Est-ce qu'il y a une durée type pour un jeu, par exemple? Je peux peut-être. Alors, ce qu'il y a, c'est que déjà, il y a quand même des grosses variations sur les durées d'entretien selon les entreprises, selon le fait que ces entretiens soient structurés, semi-structurés, non structurés. Donc, il n'y a pas de temps d'entretien. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça ne remplace pas l'entretien. C'est une autre forme d'exercice, c'est-à-dire que l'entretien, on est sur un échange avec le candidat, on est sur de la recherche de faits, on est sur de la validation par des éléments de preuve de certaines compétences, mais on va rester sur de la déclaration faite par le candidat. Là, on le projette dans un contexte et on observe comment il réagit. Donc, c'est pas la même chose. Après, si on se dit le e-sport va simplifier le processus de recrutement, attention, c'est pas forcément dans une logique de simplification, c'est dans une logique d'aller chercher la compétence autrement, parce qu'il faut pas oublier toute cette phase de préparation, de mise en place, de prise en main de l'outil aussi bien par les candidats que par les évaluateurs. Donc c'est pas un outil qui aujourd'hui correspond à un levier de productivité dans un processus de recrutement. En tout cas, si la question c'était ça, on prend pas du e-sport pour gagner du temps, on prend du e-sport pour approcher la compétence autrement. Et donc, je te laisse compléter. Et il y a une autre question qui est complètement liée à ça, qui est autour du coût de cette procédure d'entretien. Oui, donc, effectivement, entre les infrastructures, le coût humain, ces éléments. Alors, sur la partie de remplacer le classique, les étapes classiques d'un entretien, c'est une aide à la décision, un livrable à la fin qui prend la forme d'un profil et d'un mapping de compétences. C'est le premier point. Sur la partie durée des jeux, aujourd'hui, ça varie, hein. On a des jeux, donc là, pour le coup, le jeu en question durait 3 minutes. Et une partie dure 3 minutes, évidemment. Donc, on peut faire plusieurs tests. Et de parties, plus vous pouvez mesurer notamment des notions de prise de recul et d'adaptabilité du candidat. Après, vous pouvez prendre des jeux plus longs. Après, plus le jeu est long, plus le jeu est profond, moins le jeu est en général, plus vous avez de data qui sont, on va dire, plus fiables et pas soumis à la subjectivité d'un observateur. C'est pour le premier point. Après, pour le coût de cette procédure, en fait, ça dépend tout simplement du nombre qui vont passer et c'est ce que disait Lorraine tout à l'heure, hein, ça se passe très vite, hein, une partie, beaucoup de choses, et pour observer, aujourd'hui, il faut un coach par camp. Et forcément, plus donc on a de candidats en simultané, voire de coachs qui vont faire la note. Voilà, après, fournir du matériel, si on a besoin d'avoir les licences, si c'est sur un ordinateur ou si c'est sur un mobile, le déploiement et d'installation. Lorraine, peut-être que tu veux compléter sur le coût humain aussi, côté structure qui accueille, on va dire, l'expérimentation. C'est sûr qu'il faut une mobilisation. En fait, il faut une mobilisation des équipes. Mais nous, en plus, on le faisait sur un format événementiel. Donc, on avait besoin d'un certain volume d'évaluateurs. On se parlait de 10 candidats. Il faut surtout une adhésion de la chaîne de recrutement, en tout cas des décisionnaires du recrutement au modèle. C'est-à-dire que si les personnes ne sont pas curieux, ne sont pas ouverts à ces nouveaux formats
d'évaluation de la compétence, ça va être compliqué de le tester avec eux. Donc, on avait fait un travail en amont aussi d'éducation, de présentation du modèle pour être sûr de travailler avec des évaluateurs qui joueraient le jeu, parce que pour nous, c'était essentiel. Mais je dirais que ça a été facilité en interne puisqu'on avait déjà cette culture de l'assessment center. Donc, on proposait une nouvelle forme de mise en situation, mais on avait déjà des gens qui étaient convaincus que l'observation de la compétence in situ avait une vraie valeur. Donc, sans rentrer dans le détail des chiffres, effectivement, ce qu'on constate, c'est que ce que tu soulignais, Lorraine, c'est que l'objectif pour vous, c'était pas de gagner du temps, d'optimiser. Voilà, c'est vraiment de regarder différemment et puis aussi d'aller capter, d'intéresser des populations qui sont pas forcément, voilà, qui sont des populations plus juniors, peut-être plus justement aussi en phase avec ces jeux. Justement, là-dessus, je peux peut-être compléter, justement, se dire quel candidat, qui est disposé à ça et pour quel type de candidat on pourra utiliser ça. En fait, pour moi, il n'y a pas de stéréotype par rapport à un poste en particulier. La question qu'il faut se poser, c'est par rapport au poste pour lequel on recrute, est-ce que les compétences comportementales sont prédominantes et est-ce que le jeu qu'on va utiliser va permettre de détecter ces compétences-là. Donc, le sujet, il faut le prendre dans le sens de, voilà, indépendamment de la qualification et des hard skills, parce que c'est pas des hard skills qu'on va aller chercher là-dessus, c'est vraiment plus des soft skills. Est-ce que on a dans le jeu de quoi aller chercher ce dont on a besoin pour le candidat qu'on veut recruter. Voilà. Et ça peut se faire sur des candidats expérimentés, ça peut se faire sur des candidats non expérimentés, diplômés, non diplômés, mais je pense que c'est très orienté autour du comportement. Donc, ça peut être comportement dans une situation managériale, comportement dans une relation client. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que nous, on filtrerait le fait de se dire, bah tiens, ce format est adapté ou pas. Ça sera vraiment lié à ce qu'on va rechercher comme compétence sur le poste en question. Et je me permets de rebondir là-dessus parce que important ce que tu dis. Là, dans l'expérimentation qu'on a pu mener avec vous, on était sur un mapping général, hein, sur ce qu'il a mobilisé comme soft skill durant la partie. On travaille aujourd'hui à pouvoir répondre spécifique. Demain, vous les ont besoin de mettre en avant et de développer dans leur mission tous les jours. Et du coup, faire le va le mieux répondre à ces va demander de mobiliser ces soft skills là et comment on peut du coup évaluer une candidature vraiment sur un process de recrutement et pas juste sur un mapping général de compétences. Et puis sur la partie justement non diplômée, comme tu disais, on a travaillé très récemment avec le groupe, avec Pôle emploi, et c'était intéressant parce que ça a permis aussi des personnes qui étaient en recherche d'emploi, qui étaient peut-être un peu éloignées du monde de l'emploi pour certains, et cela a permis aujourd'hui de rejoindre une formation, donc justement et d'évaluer qui on parle d'observer des compétences comportementales. Du coup, on a deux questions qui sont liées notamment à la dimension éthique. Donc voilà, pas forcément RGPD, ça effectivement c'est une question, mais de façon générale, comment est-ce qu'aujourd'hui, voilà, la question très claire, c'est comment se situe la solution sur le plan éthique? Bah, aujourd'hui, sur cette partie, à part la notion de gamer, non gamer au démarrage, influencé, sur lequel on a pondéré depuis, nous, on est sur un outil qui est plutôt un peu l'égalité. Au recrutement, on a besoin d'aucune, enfin, il n'y a aucun biais qui va rentrer en compte, hein, il n'y a pas de notion d'origine ethnique, sociale, de diplôme, voilà, on n'a besoin d'aucune de ces informations-là. Nous, quand le jeu pseudo, il s'appelle Thomas, ou même, et pour compléter par rapport à la notion d'éthique, c'est déjà respecter les fondamentaux d'évaluation, c'est-à-dire l'équité de traitement des candidats, c'est-à-dire qu'on va évaluer des candidats en les mettant dans des conditions équitables de passation, c'est-à-dire qu'on fournit, en tout cas dans ce que nous on a vécu, on a fourni un matériel équivalent, on a diffusé exactement les mêmes consignes pour tout le monde. Chacun avait exactement la même chance de se prêter à l'exercice. Donc, ça se fait par rapport à ça. Et puis, si on parle d'éthique aujourd'hui,
c'est de se dire, on essaye de trouver de nouvelles alternatives pour aller chercher des compétences chez les candidats. Et dans ce processus-là, finalement, on fait totalement abstraction du CV. Donc, on n'a pas de biais par rapport à des représentations qu'on pourrait avoir personnellement, soit par rapport à des formations, soit par rapport à des expériences professionnelles précédentes. Et on se concentre sur ce qu'on observe directement dans la mise en situation. Donc, pour moi, on a une équité d'analyse et cette équité, elle est rendue possible aussi parce qu'on a fait en sorte de mettre tout le monde sur un pied d'égalité dans la prise en main du jeu. Voilà, à ce bémol près, comme on le disait avec Hugo, de bien distinguer des gens qui sont gamers dans la vie de ceux qui ne le sont pas pour éviter d'induire un décalage d'analyse dans leur niveau de performance. Et le jeu vidéo et l'e-sport aujourd'hui enfin eCorp Gaming hein, sur ses autres activités, la Fédération française de handisport, sur des activations et des animations de tournois pour des personnes en situation de handicap. Et je pense que on l'a jamais mis en place, mais je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant de tester. Une difficulté à trouver un emploi alors ça fera le lien avec le sujet qui sera traité demain à la même heure, effectivement sur la question du recrutement et du handicap. Sur toujours cette question de l'éthique, donc une précision apportée sur la conception et l'implémentation. Alors quel niveau de réflexion éthique est mis en œuvre? Alors on le voit là dans la réalisation, hein, c'est les choses que vous avez évoquées, mais du coup dans l'implémentation, typiquement Hugo, quand tu parles des axes de développement de ton côté sur le produit, comment est-ce que tu conçois les choses? Ah bah, du coup, tu parlais tout à l'heure de t'appuyer sur un laboratoire en sciences cognitives. Effectivement, tous ces éléments-là, aujourd'hui, il est un peu tôt pour parler d'un produit clé en main. Donc, comment est-ce que quelles précautions tu vas prendre, en fait, dans la conception de ton produit? Bah, aujourd'hui, c'est ce que je dis. Hein, nous, on n'est pas expert ni psychologue. On n'a pas ces experts. On a cette double couche et RH évidemment parce qu'on a échangé, on a travaillé avec ces experts-là. C'est pour ça qu'on se fait accompagner par des experts. Et voilà. Sur la partie étalonnage, c'est des échantillons de population qui sont le plus mixte possible. Hein. On a des non-joueurs de tout âge et de tout type, de façon à pouvoir à ce que l'échantillonnage soit le plus représentatif possible de la population. Et sur chaque soft skill, on décompose en sous-catégories en équipe. La notion de travail en équipe, elle se catégories derrière qui vont être la façon de communiquer, la façon d'écoute, qui vont être voilà. Et c'est tout. En fait, on a une méta soft skills qui va être le travail en équipe et toutes les soft skills réelles derrière qui en rencontrent. Donc, comment et peut-être un point important par rapport à la conception, hein, c'est-à-dire que eCorp travaille sur la conception d'une façon d'analyser le rapport au jeu des candidats et leur performance par rapport au jeu, mais travaille avec des jeux existants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas concepteurs de jeux vidéo. Hein. On est sur des jeux existants qui sont utilisés détournés, si on peut le dire comme ça, pour être utilisés à des fins d'évaluation. Mais le job d'eCorp n'est pas de la conception de jeu. Et on veut pas l'être et on le sera parce qu'on nous a déjà posé la question. Non, l'objectif c'est vraiment, et c'est de là que vient cette notion d'attraction. Et c'est pour ça que ça fonctionne très très bien sur les candidats et qui sont super contents parce qu'ils sont prévus pour s'amuser et qui sont et en fait on est sur le contraire de la gamification. J'aime bien dire sériosification, c'est-à-dire que bon, la gamification qui est pas très attractif, on va le rendre amusant, que ça passe mieux. Et nous on va faire le contraire, on va prendre quelque chose qui est amusant et on va le rendre, on va en récupérer des choses qui sont et importante. Donc le système. Mais c'est vraiment l'idée, c'est d'utiliser des jeux auxquels le candidat peut jouer chez lui dans son salon. Alors, de façon prospective, c'est la dernière question qui nous est posée. Ce sera peut-être la question de la fin. Est-ce que vous considérez mesurer la réussite du candidat lorsqu'il sera en poste? Alors,
on est sur un cas un peu particulier dans l'opération qui a été menée aujourd'hui, puisque l'objectif, c'était pas de recruter, en tout cas à court terme. Mais de façon générale, voilà, comment vous envisagez d'évaluer a posteriori ceux qui ont été sélectionnés via cette brique e-sport? Lorraine, peut-être. En fait, on manque de recul aujourd'hui pour pouvoir répondre précisément à cette question. Je l'intégrerai plutôt dans une question globale qu'on a autour de l'évaluation par mise en situation. Comme je le disais, c'est des outils d'évaluation qui sont reconnus comme relativement fiables et performants. On espère en tout cas que ça nous permettra de mieux réussir nos recrutements. Après, on sait très bien que la réussite d'un recrutement, elle est liée à l'évaluation, mais elle est aussi liée à notre capacité à intégrer correctement un candidat dans l'organisation. Donc, c'est multifactoriel. Donc, c'est compliqué de répondre à cette question en l'état. En revanche, ce qu'on peut vous dire, c'est que suite à cette opération, on a donc recruté la stagiaire qui a passé un mois avec notre PDG, donc entre juin et juillet, et qu'on était tout à fait content du recrutement qu'on avait pu réaliser. Et on manque de prise, enfin on manque de parce que les opérations sont quand même assez récentes et l'outil également. Mais sur la dernière expérimentation qu'on a on avait du coup de chercheurs d'emploi qui ont pu intégrer cette formation. Du coup, ils vont au bout de la formation, première chose. Le profil correspond vraiment à cette partie métier. Et puis, est-ce que derrière, ils arrivent à trouver un emploi en sortant également? Donc, c'est des choses qu'on va pouvoir mesurer justement sur cette pratique-là. Justement, l'évaluation qui a été mise en place pour intégrer cette formation, c'est avec notre outil de jeu vidéo, évidemment. Et on a soumis les candidats, après on a envoyé tous les candidats passer des entretiens classiques d'évaluation. Il y a eu une similarité entre les candidats qui ont été activement, on va dire, et poussés par notre outil pour dire ce sont les meilleurs profils pour intégrer cette formation. Est-ce qu'eux, ils n'avaient pas les résultats de notre premier test? Merci Hugo pour ces précisions. De l'outil sur ce niveau-là qui était assez impressionnant. Je vois qu'on n'a plus de questions. De notre côté, on a écoulé aussi les questions qu'on voulait vous poser. Donc je pense qu'on atteint la fin de cette conférence. Merci beaucoup à vous deux pour ce témoignage. Voilà, c'est important de pouvoir rentrer dans le détail d'une expérimentation et puis de dire aussi que tout n'est pas rose, qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, qu'on doit s'adapter. Et ça, c'est important d'avoir joué cette transparence des deux côtés. Donc, merci Lorraine pour ton temps. Merci Hugo pour ton temps. Merci à vous d'avoir suivi ce live. La conférence sera disponible en replay si vous voulez la diffuser au sein de vos équipes ou aux personnes qui n'ont pas pu participer. Et puis, l'ensemble des intervenants se tient à votre disposition sur la suite de l'événement. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée.